Bonsoir, merci d'être là si nombreux ce soir. Merci à ceux que je connais depuis longtemps, par-delà nos aventures artistiques, bon, si pas 40, au moins 30 ans. Donc merci à Catherine Millet d'être chez nous ce soir, d'être chez Filigrane. Je suis très heureux de la recevoir pour deux raisons. Tout d'abord parce que chez Filigrane, on a l'habitude de recevoir des auteurs, des gens qui ont un parcours, toute l'histoire d'Art Press. Et puis aussi une deuxième raison plus personnelle, parce que ça fait un certain nombre d'années que nous collaborons, moi en tant que correspondant d'Art Press pour Bruxelles et la Belgique. Donc Catherine, merci d'être là ce soir. Merci à vous. Alors nous parlons de cet album des 40 ans, où tu as toujours défendu dans la revue son côté pluridisciplinaire, et où on parle d'art plastique, bien sûr, de littérature, de philosophie, de religion, un peu parfois, de photos, de danse, de cinéma. Mais moi j'ai souvent l'impression que la revue ne suffit pas et qu'elle a besoin d'extension. Et en prenant les dernières pages du livre, il faut aller à la dernière page du livre. Et là, vous avez un sommaire avec des numéros spéciaux. Et quand vous lisez le sommaire de ces numéros spéciaux qui sortaient environ une fois par an, si je me rappelle bien. Ça dépend quelle collection. Ceux qu'on a appelés les spéciaux, c'était des gros numéros qui faisaient des fois jusqu'à 200 pages et qui étaient des numéros annuels. Et depuis quelque temps, ça s'appelle les Art Press 2. Et ça, ce sont des trimestriels. Oui. Voilà. Et quand je regarde les sommaires de ces numéros spéciaux, donc ça a commencé en janvier 82. Il y en a eu sur l'audiovisuel, sur l'architecture, sur la ville de Vienne, sur Godard, déjà un premier guide des écoles d'art, Que peut le roman, à l'heure du design, les années denses, la révolution culturelle française, le théâtre, la photographie, déjà les nouvelles technologies, les 20 ans bien sûr, le cinéma, où est passée la peinture, les avant-gardes, art et mode, techno déjà, le cirque aussi, oublier l'exposition, le burlesque, images et religion du livre, etc., etc. Et je voulais te demander, on commence par ces numéros spéciaux qui sont annuels, qui vont devenir les Art Press 2, le trimestriel que nous connaissons, dont vous avez quelques exemplaires ici. Oui, avec une couverture avec Pistorius. Oui, voilà. On a fait une couverture. Toujours devancer l'actualité, oui, c'est très bien. Alors dis-moi, justement, en quoi les spéciaux et les trimestriels actuels correspondent à cette démarche d'Express, à l'histoire, à ce que tu avais voulu faire. Notamment quand je cite tous ces titres, le roman, la philosophie, la photo. Oui, en fait, tu me fais répondre à ta première remarque, à savoir que Art Press ne suffit pas, c'est ça ? Pardon, monsieur, mais ne nous suffit pas. Oui, c'est ça. Ben, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Pour le tout premier, je me souviens, le numéro que tu as cité, audiovisuel. Oui. J'avais plus le souvenir de la date, janvier 1982. Donc Art Press existait depuis 10 ans. Et on s'était rendu compte que on faisait des dossiers, bien sûr, comme tous les magazines. On faisait des dossiers qui, à l'époque, je ne sais pas, pouvaient faire 15 pages du numéro ou 20 pages, et que ce n'était pas suffisant pour vraiment traiter d'un sujet qui nous intéressait. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire ces numéros spéciaux qui ont gonflé très, très vite au fil des années. C'est-à-dire qu'on a dû commencer avec peut-être un 100 pages ou un 116 pages, un 124 pages. Et puis très vite, on est monté à 180 pages. Il y en a même qui ont fait 200 pages et plus. Et en effet, c'est pour traiter de certains thèmes
d'une manière plus exhaustive, quoi. Et alors, c'était drôle parce que ton énumération, on aurait dit, tu sais, du Bouvard et Pécuchet, quoi. On passait d'un thème à l'autre. On disait, mais quel est le rapport entre tout ça? Et en fait, le rapport, c'est Art-Press, quoi. et le comble, c'est que c'est souvent les mêmes gens, en fait, qui ont fait ces numéros. En tout cas, le même noyau de collaborateurs qui, après, vont chercher d'autres spécialistes pour les aider à réaliser le numéro. Mais en fait, ce sont ce même noyau de collaborateurs qui ont tout d'un coup envie de faire un numéro sur le cirque. Enfin, le cirque, c'était moi qui avais envie de faire un numéro sur le cirque. Et puis un numéro sur la religion, c'est moi aussi. je me prends comme exemple pour montrer voilà, la disparité des envies qu'on peut avoir. Voilà. Mais et en fait, un regret, tu as cité un numéro qu'on avait fait sur le design. On a caressé l'idée à un moment donné qu'une fois qu'on avait fait un de ces numéros spéciaux sur un domaine de la création particulier, par exemple le design, on pourrait ensuite, dans une rubrique particulière, entretenir l'actualité, enfin continuer de suivre l'actualité dans ce domaine. Et puis on a dû renoncer parce qu'en fait, sur 100 pages, chaque mois, tu ne peux pas à la fois couvrir d'une manière satisfaisante l'actualité artistique, et puis aussi, pour une bonne part, l'actualité littéraire, et puis parler aussi du design, et puis parler aussi de l'architecture, et puis parler de plein d'autres choses. Donc voilà. D'accord. Alors je reviens au livre des 40 ans. Il est divisé en quatre parties, des années 70, 80, etc., jusqu'à maintenant. Et comment cette classification est venue, j'imagine, naturellement. Je voulais savoir comment les auteurs ont été choisis en fonction de quoi, plutôt Pacman pour les années 70, Kaplan pour les années 80, Maurice Hollander, 90, Nicolas Bourriaud, les 2000. Comment s'est imposé comment est arrivé à ce choix Alfred Pacman pour les années 70, parce qu'on a fait nos débuts ensemble. Oui. Il était un tout jeune conservateur quand j'étais une jeune critique, et on a même été ensemble commissaire d'une biennale de Paris. On a, je crois, on a le même âge. Je crois qu'on est nés la même année. Et on avait fait ensemble, on a été commissaire d'une biennale de Paris la même année. Je crois que c'est celle de 1971. Donc, c'était un an avant la création d'Art-Press, et il a été un collaborateur d'Art-Press. Je me souviens d'un texte de lui sur Sol Lewitt, donc dans les tout premiers numéros. Donc voilà, c'était assez naturel. Il avait, comme moi, comme nous à Art-Press, comme d'autres, contribué à mettre en place finalement ce monde de l'art contemporain à Paris tel qu'on le connaît aujourd'hui. Finalement, il était l'un des jeunes conservateurs qui travaillait à ce qu'on appelait le CNAC à l'époque, rue Berrier, où c'est préfiguré le centre Georges Pompidou, où il est maintenant le directeur du musée d'art moderne. Bon, et moi, je démarrais les Art-Press, c'était les tout premiers numéros. Et puis, il y avait dans les mêmes années ont vu la création du Festival d'automne de Michel Guy. Je rappelle toujours que c'est aussi les mêmes années qui ont vu la naissance du CAPC à Bordeaux. Il y avait Sigma, il y avait Sigma à Bordeaux, ce festival qui a beaucoup compté aussi pour faire connaître certaines avant-gardes ici en France. Enfin, je dis ici en France, pardon, j'ai annexé la... Ne pas anticiper trop vite. Non, c'est parce que je me sens chez moi, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc je pense que voilà, ça c'est pour Alfred. Il faudrait aussi rappeler une chose importante, c'est que quand Art-Press est né, le premier numéro fin 72, il n'y avait forcément pas encore de centre Pompidou, il n'y avait pas de FRAC, il n'y avait pas toutes les structures qui étaient en préfiguration. Tout ça était plus ou moins en préfiguration. Je crois que c'est si ma mémoire est bonne, c'est le numéro 8 d'Art-Press pour lequel on a fait posé Pontus Hulten, le premier directeur du musée, alors installé dans le centre Pompidou, sur le chantier, sur le trou du chantier du centre Pompidou.
Donc voilà, tout ça était contemporain. Et voilà, pour quand même dire les choses, je pense que Art Press a été porté par toute cette énergie comme ça qui existait dans ces années-là. Ensuite, Olivier Quéplin a traité des années 80. Pourquoi j'ai pensé à Olivier Quéplin? Parce que, alors Olivier Quéplin est aujourd'hui le directeur de la Fondation MAG, après avoir été, je ne sais pas comment on dit, enfin le responsable de la DAP, hein, la délégation aux arts plastiques, qui est aujourd'hui une institution qui n'existe plus vraiment sous cette forme, qui était, enfin disons, l'administration dont dépend toute la politique de l'art contemporain en France. C'est lui aussi qui a mis en place le Palais de Tokyo tel qu'on le connaît aujourd'hui à Paris. Et j'ai pensé à lui parce que les années 80 ont été ces années d'ouverture. C'est les années où on a parlé du postmodernisme, où on avait l'impression qu'on se sortait de cette histoire linéaire des avant-gardes et où on commençait à regarder un petit peu ailleurs, ce qui a, j'ai envie de dire, à la fois soldé et ouvert ces années 80. C'est en 1989 l'exposition des magiciens de la Terre de Jean-Hubert Martin, c'est-à-dire l'ouverture sur toutes les civilisations, ce qui se passait dans l'art, sur les autres continents. Et Olivier Quéplin est en tant que personnalité quelqu'un d'extrêmement sensible je dirais, à cette très grande diversité. Voilà. C'est quelqu'un d'extrêmement perméable voilà, à toute forme de sensibilité. C'est un des esprits les plus ouverts que je connaisse. Absolument. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à lui. J'ai pensé à Maurice Hollander. Alors il faut dire que Maurice Hollander a été la cheville ouvrière qui a permis la réalisation de cet album aux éditions de La Martinière. Mais au-delà, enfin, c'est surtout d'abord le directeur de la collection Bibliothèque du XXIe siècle aux éditions du Seuil. C'est quelqu'un dont on suit l'activité en tant qu'éditeur depuis très longtemps à Art Press. Et les années 90, il s'est avéré comme ça, une fois que que nous avons eu terminé la sélection des articles qu'on retenait pour l'album, on s'est rendu compte qu'il y avait eu quand même, pendant ces années-là, beaucoup de luttes à caractère idéologique qui avaient traversé Art Press. Bon. Alors, Maurice Hollander est quand même quelqu'un, par sa position, qui est beaucoup concerné par ces questions à caractère idéologique, préoccupé par les questions de religion, les questions politiques aussi, bien sûr. Bon. Donc, c'était aussi assez naturel de s'adresser à lui. Et puis, finalement, Nicolas Bourriaud, parce que Nicolas est peut-être comme ça. Nicolas, je dirais il a été bien sûr l'inventeur de l'esthétique relationnelle, mais avant ça, il a été un des collaborateurs d'Art Press. Je ne sais pas, c'est une des fiertés d'Art Press. D'avoir fait démarrer en quelque sorte certaines personnalités, certains critiques dans ces pages. Hein, les tout premiers articles de Nicolas Bourriaud sont parus dans les pages d'Art Press. C'est quelqu'un lui aussi de toujours très tourné vers la création la plus contemporaine, et encore plus, je dirais, aujourd'hui, où il a la responsabilité de l'École des Beaux-Arts de Paris. Il est depuis relativement peu de temps directeur de l'École des Beaux-Arts de Paris, où d'ailleurs, je crois qu'il commence à faire un très très bon travail. Donc c'était normal que ce soit lui qui traite de la dernière décennie. Voilà. D'accord. Alors on revient au début d'Art Press, et vous étiez installé rive droite à l'époque, où tu disais de temps en temps, ça nous arrivait de traverser la Seine quand même pour aller rejoindre les collègues de la revue Telle Quelle. Et tu poursuis en dressant, je trouve, un très beau portrait de la revue et de la façon de la définir. Et tu dis d'emblée, donc c'est rapport avec Telle Quelle, d'emblée,
cela a placé la réflexion que nous menions sur les formes artistiques en rapport étroit avec la littérature et la philosophie. Cette conscience élargie, donc née sur la fin des années 60, 68, début 70, a finalement produit un ovni, ni strictement un magazine d'art, ni une pure revue d'idées. Certainement pas un organe engagé, mais presque une aporie, c'est-à-dire un lieu extrêmement ouvert où beaucoup d'artistes ont vu paraître le premier écrit sur leur travail, où plusieurs générations de critiques ont fait leur début. Mais malgré tout, lieu suffisamment identifié pour qu'on soit sûr d'y trouver ou de se sentir autorisé à y proposer des articles ou des dossiers spécifiques qui ne trouveraient sans doute pas leur place ailleurs. Ben oui. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça Pour définir justement cette place et peut-être aussi la longévité d'Art Press, où tu dis notamment en poursuivant que ce soit en tant que permanent ou en tant que collaborateur extérieur, on s'embarque en général pour un voyage au long cours, oui, sans vrai. savoir. Oui, c'est vrai. Juste avant de venir vous rejoindre, je faisais un entretien avec un journaliste pour la radio et je lui disais que une chose merveilleuse qui m'était arrivée là ces derniers mois à l'occasion des événements qu'on avait organisés pour l'anniversaire, c'est que j'avais pu réunir autour de moi sur une scène, c'était à la BNF, on a fait un des événements anniversaires de la revue, on a fait entre autres une rencontre avec le public pour lequel on a réuni tous ceux qui avaient été à un moment donné rédacteurs en chef d'Art Press. Bon. Et c'est formidable parce qu'en fait, tous continuent d'être des collaborateurs très, très proches, très, très réguliers. Et ils étaient tous venus pour répondre aux questions du public. Bon, donc, ce n'est pas tous les magazines d'art, tous les magazines en général qui peuvent témoigner de la même chose. Donc, ça, c'est plutôt bien. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est une ligne esthétique ou une ligne éditoriale qui caractérise Art Press, parce qu'il y a des opinions quand même des fois très très différentes, voire opposées. Ça arrive que, bien sûr, des collaborateurs ne soient pas d'accord entre eux et même que ça transparaisse dans les pages d'Art Press. Donc c'est autre chose qui fait la caractéristique de cette revue. Quoi ? J'ai moi-même du mal à des fois le définir. Je dirais qu'il y a quand même une certaine exigence. On publie sans doute des textes qui essayent d'aller un petit peu au fond des choses. Quand un jeune critique a envie de défendre un jeune artiste dans les pages d'Art Press, eh ben, il faut qu'il argumente, quoi. Voilà, il faut qu'il argumente, que ça ne soit pas simplement... qu'ils ne soient pas contentés de recopier communiqué de presse de la galerie. Bon, alors peut-être que ça, les lecteurs le sentent quand même et que c'est un des Oui, je crois que critères. les retours que nous avons, oui, les lecteurs le sentent et l'apprécient, j'ai l'impression, cette spécificité, ce côté de ne pas anticiper l'actualité, mais justement d'aller voir les expositions, de parler en connaissance de cause. Mais à propos d'identité, tu dis aussi, cette identité n'est-elle pas due pour une grande part à la manière très libre, très ouverte, et j'ose dire informelle, dont nous envisageons le contenu de cette revue, alors que partout ailleurs, on programme, on formate et on fait ses comptes. Oui. Peut-être qu'il faudrait qu'on les fasse un peu plus les comptes, d'ailleurs. Bon, enfin bon, ça c'est une autre affaire. Bon, non, mais c'est sûr que on a fonctionné très longtemps sans comité de rédaction. Et ça, c'était un conseil de mes amis de tel quel qui m'avaient dit « Oh là là, Catherine, jamais de comité de rédaction, parce que alors là, c'est la foire d'empoigne, on s'en sort jamais, etc. » Bon. Donc, ça ne voulait pas forcément dire que j'étais dictateur. Mais enfin, non, parce qu'en fait, je crois que je suis quelqu'un qui écoute assez les autres. Mais enfin, voilà, je pensais que ce n'était pas la peine de perdre du temps dans des discussions sans fin. Et puis quand même, la revue grossissant en pagination et puis multipliant aussi les publications, c'est quand même devenu assez nécessaire de faire des réunions pour quand même programmer quand même un minimum. Bon.
Mais les réunions n'ont jamais été des réunions de rédaction au sens propre où à date fixe on se réunit et on met ensemble au point un sommaire. Comme tu sais, Tout à fait. on fait des réunions, elles sont en effet informelles. Bon, on convoque, je ne sais pas, on est une bonne vingtaine de participants. Tout le monde ne peut pas venir toujours à chaque fois. C'est à peu près tous les 2 mois, quelque chose comme ça. C'est un bon rythme qu'on a trouvé. Et chacun vient avec ses informations, d'abord, c'est important, et avec ses envies, et voilà, et les exprime. Et puis après, c'est le petit noyau de permanents, quoi, hein, et c'est vraiment un tout petit noyau, qui après bâtit ses sommaires, retient, on note tout, on enregistre tout ce qui s'est dit. Et puis après, à nous d'organiser des sommaires à partir de tout ce qui s'est dit. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas plus cadré que ça. Et parfois, ça fait surgir des choses un peu incongrues, même des fois. Oui, effectivement, ça commence de façon informelle et puis les résultats extrêmement créatifs à la fin. On a basculé sur des sommaires par rapport à certaines de tes propositions. Oui, des fois, au cours d'une réunion, il y a une idée de numéro spécial, par exemple, enfin de Harpress 2 qui surgit, comme ça, auquel personne n'avait pensé. Ça surgit tout d'un coup et puis on décide qu'on va le retenir. Oui, donc il y a ce côté, enfin, de laisser s'exprimer un petit peu ses envies, quoi. Voilà. Tout à fait. Je reviens au tout début, toujours en te citant et en embrayant justement sur cette question-là, où tu dis, tout au début, pour élaborer les sommaires, c'était facile. Il suffisait de se laisser porter par cette vague qui faisait déferler simultanément le minimal art, l'art conceptuel, le théâtre de Bob Wilson et toute la génération de la kitchen de New York. Mais c'était à nous également de faire connaître ces courants ou d'aider ceux qui s'y employaient aussi, le festival d'automne qu'on a déjà cité, 3-4 galeries et les musées qui progressivement s'ouvraient à l'art contemporain. Et tu ajoutes, nous voyagions, nous traduisions beaucoup. Quel est le rôle d'Artpress comme pionnier là, pour ces 20 premiers numéros, peut-être en France, les traductions de textes américains, surtout l'irruption de l'art américain. On a traduit Art After Philosophy de Joseph Kossuth. On a traduit ça de manière, je dirais, artisanale, parce que je ne sais pas maintenant, si je revoyais cette traduction, je ne sais pas s'il ne faudrait pas quand même un petit peu la corriger. On traduisait avec les moyens du bord. On n'avait pas les moyens de se payer un traducteur professionnel. Donc, on faisait ça avec notre anglais, nos connaissances en anglais. On s'était mis à deux ou trois pour faire cette traduction. Mais enfin bon, c'était mieux que rien. Bon. Après, quand même, on a travaillé après assez vite quand même avec des traducteurs professionnels. Oui, on a beaucoup traduit. On travaillait beaucoup à l'époque on était très proches, avant que Harpress publie en bilingue, on était très proche de Art in America. Et on a beaucoup repris des textes de Art in America. On était assez amis avec eux et ils nous autorisaient comme ça. Il n'y avait pas des questions de droit impossibles à payer comme ça. Qu'ils nous auraient réclamé. Donc on a beaucoup traduit. Et c'est comme ça qu'on a lié d'ailleurs des rapports d'amitié avec des critiques américains qu'on a continué après alors à solliciter nous directement. Enfin, oui, beaucoup. J'allais dire, il y a notre fidélité avec Robert Storr, mais Storr était un collaborateur de Art Forum, pas de Art in America. Mais Robert Storr est un collaborateur d'Artpress depuis, je ne sais pas, peut-être pas 40 ans, mais 30 ou 35. On l'a connu, c'était un critique et artiste qui publiait dans Art Forum. On a donc lu ses articles, peut-être eu envie d'en publier un peu, d'en traduire. Puis il est devenu conservateur au MoMA. Donc on était très fiers d'avoir un conservateur du MoMA parmi nos collaborateurs. Puis il a été un jour nommé
directeur pour les arts plastiques de la Biennale de Venise. Voilà, et à chaque fois pour nous, c'est comme un peu quand on a vu Nicolas Bourriaud faire la carrière qu'il a fait. Voilà, on est les anciens d'Art-Presse, on est comme des parents qui sont fiers de voir leurs enfants réussir dans la vie. Donc on est fiers de ceux qui ont fait des débuts dans Art-Presse et puis qui après deviennent connus, qui sont respectés pour le travail qu'ils font, tout ça. Et puis il y a aussi beaucoup de textes, beaucoup d'écrits d'artistes dans Art Press, plus que dans d'autres revues, oui, manifestement, oui. français, ça a toujours été une chose. Bon, je parlais de notre traduction de Art After Philosophie tout à l'heure. Oui, on a toujours été attentifs. Moi, je trouve très important de donner la parole aux artistes. Alors, elle intervient de différentes façons. Bon, il y a cette grande interview qui systématiquement ouvre le journal et qui est en général une interview d'un artiste. Alors, ça peut être un cinéaste aussi bien, mais enfin, c'est quand même en général un artiste. Et puis, il y a les artistes qui écrivent et qui peuvent écrire sur un sujet qui leur tient à cœur, qui peuvent écrire sur un autre artiste. Là aussi, je dis, ça doit être dans les pages. Alors, il y a Louis Kahn qui écrivait beaucoup dans les premiers numéros d'Art Press, qui a beaucoup écrit sur d'autres peintres. Et puis aujourd'hui, il y a un artiste que je trouve magnifique, qui est Pascal Convert, qui écrit beaucoup aussi sur différents sujets, d'ailleurs, qui peut écrire aussi sur la photo ou sur le cinéma, etc. Donc, oui, ça c'est... Il y a Laurie Anderson qui avait écrit dans les tout premiers numéros d'Art Press. C'était pas encore une star. C'était déjà la filière américaine new-yorkaise. C'était la filière américaine. Elle avait écrit sur John Jonas. Je crois que l'article qu'on reprend, c'est un article sur John Jonas. D'accord. Et alors aussi, Art Press, ce sont les engagements, ce sont les questions, ce sont les grands débats. Il y a eu un dossier pour la pornographie, pour l'interrogation, les dissidents soviétiques, la polémique sur Paris-Moscou, plein d'autres choses contre le retour à l'ordre en 81 avec l'exposition Les réalismes et le fascisme à la française, dénoncé par Bernard-Henri Lévy. Ça fait partie aussi de l'identité, des combats, entre guillemets, d'Art Press, des prises de position, des éditoriaux. Alors, on a toujours été assez attentifs. Enfin, je crois que Art Press a jamais... on s'en est toujours préservé, défendu, parce qu'on n'est pas, un magazine généraliste, donc on n'a pas à intervenir directement dans des questions politiques. Bon. Et d'ailleurs, une fois, je me souviens, il y a déjà quelques années, on s'était amusé à faire une petite enquête entre nous, comme ça, c'était après des élections en France. Je ne sais plus si c'était des élections législatives ou des présidentielles, et on s'était rendu compte que, mis à part l'extrême droite et l'extrême gauche, à peu près tout le panel des possibilités de vote était représenté au sein de l'équipe d'Art Press, y compris l'abstention d'ailleurs. Bon, donc on s'était dit, ça va, c'est assez pluraliste comme ça. Bon, donc il n'y a pas de couleur politique. Bon, mais à partir du moment où des questions culturelles recoupent des questions politiques, alors oui, là, on se sent concerné. Et quand, par exemple, il y avait eu dans les années 90 ces attaques qui venaient, alors là, oui, pour le coup, vraiment de milieux politiques d'extrême droite contre l'art contemporain, et qui avait pris en otage d'ailleurs des revues, enfin c'était une revue d'extrême droite qui s'appelle Crisis, qui avait pris en otage, qui était allé solliciter des auteurs qui n'étaient pas des auteurs d'extrême droite, mais qui s'étaient laissés embarquer là-dedans, dans ces attaques contre l'art contemporain, et qui étaient des auteurs que nous, par ailleurs, on pouvait apprécier pour d'autres raisons. Bien sûr, là, on était intervenu parce qu'on se sentait concerné. C'était des auteurs que nous, on avait pu publier, par exemple, voilà, et qui publiaient des critiques contre l'art contemporain dans une revue qui était identifiable comme une revue d'extrême droite. Donc là, on a dit, attention, il faut faire attention là où on met les pieds, on ne peut pas faire n'importe quoi. Bon, ça, c'est un exemple.
on a toujours, comment dire, on est toujours intervenu contre des cas de censure qui pouvaient nous concerner d'assez près, voilà, des menaces de censure aussi dans le monde artistique ou littéraire. Et puis il y a eu l'affaire Finlay aussi, qui a quand même remué beaucoup de choses et qui était très très loin. Ouais. Tu veux en parler ou bien je lis ton... Ah bah je ne sais pas, oui. L'histoire est assez belle. Donc l'affaire Finlay, une sculpture de l'artiste Ian Hamilton Finlay, gravée du signe SS, exposée à l'Arc au musée d'art moderne de la ville de Paris, nous fait réagir dans un éditorial. Nous sommes en mai 1988. Nous apprenons par ailleurs que le ministère de la Culture lui a commandé une œuvre commémorative de la Déclaration des droits de l'homme, les festivités du bicentenaire de la Révolution française étant en préparation. Nouvelle intervention de notre part. Nous nous étonnons qu'une telle responsabilité soit confiée à un artiste dont l'admiration va essentiellement aux actes de la terreur, qui a entretenu même une correspondance avec Albert Speer, architecte de Hitler, et d'autres courriers qui relèvent des traces d'antisémitisme. Réaction violente de l'artiste et de ses partisans, nommé par lui Vigile de Saint-Just. La tête de Catherine Millet, réalisée en plâtre et décapitée, est exposée à la Fondation Cartier. Des affichettes représentant la même tête assorties de menaces sont placardées dans le quartier autour des bureaux de la revue. La presse, la radio relaye et la Ligue des droits de l'homme nous soutient. Le ministre François Léotard annule la commande. L'artiste nous intente un procès qu'il perd, les juges ayant estimé qu'Art Press avait exercé son droit normal à la critique. Je trouve que c'est quand même une belle histoire édifiante. Oui, oui, en fait, maintenant... oui, maintenant, oui. C'est une histoire assez drôle, mais sur le... C'était à l'époque, sur le moment, ça a été très dur, parce que ça a duré un certain temps, que les gens étaient très agressifs. Moi, je me souviens d'avoir reçu des journalistes de la télévision chez moi, qui étaient venus m'interviewer à domicile, qui apparemment... étaient plutôt des gens qui soutenaient cet artiste. Et pour vous donner une idée, l'interview s'était terminée. D'ailleurs, l'interview n'a jamais passé à la télévision. La journaliste qui m'interviewait m'avait envoyé le catalogue de Finlay à la figure. Donc c'était vraiment, au sens propre, violent, avant même que l'artiste m'ait décapité en effigie. Ou alors, une autre fois, je suis arrivée au bureau d'Art Press et dans tout le quartier, il y avait... des petites affichettes placardées où il y avait ma tête décapitée, reproduite comme ça. Enfin, donc, vous arrivez le matin au bureau, vous voyez votre tête décapitée, ça fait un peu bizarre. Donc, c'était un petit peu dur. Bon. Mais quand on s'embarque dans ce genre de choses, on ne sait jamais dans quoi on s'embarque. Et après, bon, il faut le faire, quoi. Mais en fait, je crois que ce qui était en cause pour nous, c'était pas tellement bon que cet artiste... et fait des œuvres avec des croix gammées qui tiennent des propos antisémites. Bon, voilà, c'était un artiste, en plus, qui vivait d'une façon très isolée et tout ça. Mais il est responsable de lui-même. Ce qui nous paraissait beaucoup plus grave, c'était l'inconscience des pouvoirs publics français qui confiaient à un artiste comme ça, qui avait cette pratique-là, une œuvre commémorative de la Déclaration des droits de l'homme. Je crois que, vraiment, là, je trouve que les responsables à l'époque de ces commandes publiques étaient des gens qui étaient complètement inconséquents. Et c'était ça qui était grave de notre point de vue. Beaucoup plus que la démarche de l'artiste qui finalement ne regardait que lui-même. C'était que le pouvoir public le relaie. Voilà, c'était ça. Voilà, donc merci à merci tous. Merci beaucoup. Catherine reste encore un peu pour dédicacer les livres qui sont sur le piano. Bonne soirée.